Dans cet épisode, j'interviewe Lucien Charlon, spécialiste du dodge ou dead diving, une technique de plongeon tant impressionnante que technique. Dans ce podcast, Lucien partage son arrivée dans le monde du dodge, sa progression et ses records du monde, pourquoi sa préparation physique est indispensable pour tolérer des sauts depuis plus de 40 mètres, comment il utilise la visualisation pour se préparer à ses sauts les plus impressionnants, ce qu'il pense de l'avenir de ce sport extrême et bien plus. Ce podcast est soutenu par All You Need Nutrition, la marque de compléments de haute qualité pour ceux et celles qui s'entraînent sérieusement. Donc si tu veux compléter ton apport en protéines avec leur whey de haute qualité ou soutenir tes articulations avec leur pur collagène, utilise le code UPSIDE UPSIDE pour obtenir 10% de rabais sur ta prochaine commande. Utilise le lien dans la description pour commander avec All You Need Nutrition et le code UPSIDE. Et maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Lucien Charlon. Lucien, c'est quoi le moment où tu as eu le plus peur avant un saut de falaise? Un moment où j'ai eu le plus peur, c'est un saut qui était très engagé parce que je ratterrissais dans une petite fosse. Et du coup, c'était vraiment un tout petit espace pour atterrir qui faisait 2 mètres de large, 3 mètres de long. Du coup, c'était vraiment millimétré, disons, la zone d'atterrissage. En termes de hauteur, ça te donnait quoi? C'était 13 mètres, mais c'était pas ça le plus engagé. Ok, donc c'est pour quelqu'un comme toi qui a déjà sauté plus de 3 fois cette hauteur, donc c'était pas très très haut, mais c'est vraiment en gros l'atterrissage, la surface que tu avais, l'espace que tu avais à l'atterrissage qui faisait que c'était un peu dangereux. Ouais, c'est ça. Depuis en haut, enfin, ça paraît tout petit. Rien que depuis 13 mètres de haut, la surface d'atterrissage est vraiment toute petite. Et au moment où tu pars, ça fait un peu une impression un peu de tunnel et tu sais pas si tu vas y arriver ou pas, mais après on avait fait toutes les préparations, tous les calculs entre guillemets, donc ça devait le faire, mais enfin ça le fait, mais juste ça fait peur quoi. Si tu es là aujourd'hui avec nous, c'est que ça le fait. Ouais. Super. Lucien, pour revenir un petit peu en arrière, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Lucien Charlon, j'ai 23 ans et je suis à l'université en sport à Lausanne en master en enseignement et puis à côté de mes études j'ai une passion un peu particulière qui est le dod. Donc c'est un peu une branche du saut de falaise. Donc moi et mes copains en vacances, on va sauter depuis des falaises, des ponts dans l'eau à des hauteurs variables. Et moi je suis spécialisé dans le dodge. Du coup c'est une manière de rentrer dans l'eau. On va faire un faux plat-ventre et au dernier moment on va se recroqueviller en sorte de petite boule en position un peu de crevette carpée avec les mains et les pieds liés. Et voilà, ça s'appelle un dodge ou un dev dive. Death Dive. L'abréviation DODS, elle veut dire quoi exactement? C'est pas une abréviation, c'est le nom norvégien parce que Ok. enfin, ça viendrait de Norvège. Et puis voilà. Ouais. Ça viendrait, on n'est pas sûr? Ah, moi je suis pas historien, mais la légende raconte que ça vient de Norvège. Et il y a beaucoup de pratiquants en Norvège. Du coup, on a adopté le nom Dodds. Après, dès qu'on parle à la piscine, il y a toujours des gens qui nous disent qu'ils faisaient ça depuis 60 ans. Et puis, donc voilà, on sait pas exactement. Ça doit exister depuis un moment, mais en tout cas, ça fait quelques années que ça se démocratise, en tout cas en Norvège, et que ça se propage un peu à travers le monde. Et comment tu t'es découvert cette passion un petit peu particulière? Bon, moi, j'ai toujours été dans les sports un peu acrobatiques. Je faisais du parcours, du trampoline. Après, j'étais au plongeoir à la piscine. Je commençais à faire des figures à 10 mètres. Puis après, j'ai rencontré des gens qui faisaient ça, mais un peu plus haut, depuis des falaises, des ponts, etc. Et puis du coup, bah, je me suis lié d'amitié avec eux. Et puis, depuis quelques années, on se quitte plus. Euh, Parle-nous un petit peu de la différence entre un saut de falaise, disons classique, où on rentre avec les pieds, et justement un dodge. Tu as parlé de cette position particulière au niveau de l'entrée dans l'eau. Ça a quoi comme conséquence au niveau de la gestion du saut, au niveau de la hauteur, au niveau de la rentrée dans l'eau aussi? Parle un petit peu des différences entre ces deux. Mhm. Bah, la différence, c'est surtout une manière de rentrer dans l'eau. Ça pourrait être juste rentrer par les pieds, rentrer par les mains en plongeon Mhm. ou atterrir en dodge. En soi, basiquement, c'est juste ça. Après, il y a différentes contraintes. Par les pieds, c'est plus naturel. Du coup, enfin, si on demande à quelqu'un de sauter depuis 10 mètres de haut, il a intérêt à atterrir par les pieds parce que tout simplement, c'est plus naturel. Il a les muscles pour. Le plongeon par les mains, comme ça, c'est une technique particulière aussi. Il faut un gainage Mhm. particulier des épaules, une bonne inclinaison. Et le dot, c'est pareil. C'est une technique particulière. Donc, voilà. Mais
Pour le moment, le record en dodge le plus haut, c'est 48 mètres et par les pieds, c'est 58. Ok. Donc, il y a encore une différence entre les deux. On ne sait pas avec quelle technique on peut aller plus haut, mais enfin voilà. Donc 58 mètres, c'est... Enfin, je pense qu'on a de la peine à s'imaginer à quel point Tu passes combien de temps en l'air avec un saut de 40, 50, 60 mètres? En fait, la différence est très petite. Ouais. Parce que la À vitesse que 40, tu atteins quand tu arrives à l'eau, elle est énorme. ouais, de mémoire, rien qu'à la piscine à 10 mètres, c'est quelque chose comme 2 secondes de chute. Et 40 mètres, donc 4 fois plus, ça va être 3 secondes tout pile. Ok. Donc, en fait, la différence est tellement petite parce que dès que tu sautes à la piscine, tu atterris à 60, 70, 70 km/h, quelque chose comme Mm. ça. Et quand tu sautes depuis 40 mètres, tu arrives à 100 km/h. Donc ça veut dire que les derniers mètres, en fait, tu les fais hyper vite. Le, la dureté de l'eau quand tu arrives à cette vitesse-là. Tu peux parler un petit peu de cette sensation parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a sauté depuis. Mm. Bah déjà 10 mètres, ça fait haut. Quand tu es à la piscine, c'est le plus haut plongeoir et il n'y a pas beaucoup de monde qui monte pour sauter. Et encore plus haut que ça, alors il faut le faire de manière, disons, sécuritaire. Il faut déjà avoir de l'expérience. Mais ouais, parle de cet aspect de l'eau et de l'impact que ça représente vraiment. Mm. Bah, c'est vrai que c'est un sport très particulier parce qu'au moment où tu t'élances, tu sais que à la clé, il y aura forcément un impact. C'est pas comme, je sais pas, en ski ou quelque chose comme ça, et si tu fais un saut, bah, tu peux très bien ratterrir et t'arrives dans une pente et c'est tout doux. Là, on sait qu'il y aura un impact. Et après, ouais, c'est quelque chose de particulier. C'est clair que c'est pas agréable à partir d'une certaine hauteur, mais oui, ça fait partie du jeu. Et en fait, c'est drôle parce que entre 25 mètres et 40 mètres, pour moi, il y a aucune différence. Parce qu'en fait, enfin oui, il y a une différence, mais tu dois être tellement gainé pour arriver à faire le saut, à gérer l'impact, à absorber l'énergie, qu'en fait, au final, ça revient à la même. Parce que moi, je donne juste tout ce que j'ai et je gagne le plus fort possible. Donc en fait, l'impact, je l'absorbe comme pratiquement de la même manière entre un 25 et un 40 mètres. Et la différence d'impact entre un Dodds et un saut de falaise classique avec rentrer avec les pieds, tu peux parler des différences qu'on ressent? Ouais, bah avec un saut par les pieds, on va beaucoup plus profond. Parce qu'on a une surface de contact avec l'eau qui est beaucoup plus faible. Mm. Donc on va rentrer un peu comme une aiguille, comme ça. Donc on peut aller jusqu'à 6 mètres de fond. Donc ça fait 6 mètres, on va ralentir. Alors qu'en Dodds, on ralentit sur à peu près 3 mètres. Donc quand tu sautes de 40 mètres et tu t'arrêtes sur 3 mètres, bah voilà aussi un peu à quoi tu peux comparer, à quoi tu peux comparer ça. C'est pas comme un accident de voiture parce que tu t'y attends, mais au final ça ressemble un peu à un niveau de quantité d'énergie que ton corps va absorber. T'as déjà, vous êtes déjà amusé à faire le calcul des G que tu prends à la décélération sur 3 mètres en arrivant à 100 km/h? Non, j'ai pas fait le calcul, ouais, mais on doit en prendre pas mal, hein. Après c'est sur un instant très court, mais ouais, on doit prendre pas mal de G, ouais. Quand tu ressors de l'eau après un saut de plus de 25 mètres, tu ressens quoi typiquement? C'est c'est beaucoup de soulagement. Et en même temps, on est fier de soi. Parce que en fait, tout ce qu'on voit pas derrière un saut, c'est toute la préparation qu'il y a. Préparation mentale, préparation physique, préparation technique, etc. Et juste avant le saut, on va se mettre un peu dans une bulle de concentration. Et donc, après, dès qu'on a fini le saut, c'est tout un relâchement de toutes ces choses qui ont pu nous stresser, nous, enfin, qu'on a dû surpasser pour pouvoir faire le saut. On va revenir sur toute cette phase préparatoire. J'ai pas mal de questions pour toi autour de la visualisation, justement, et quel travail tu fais là-dessus, ta prépa physique aussi, parce que comme tu l'as dit, il y a l'aspect physique du sport, en plus de l'aspect acrobatique, hein, de la gestion de son corps dans l'espace durant le saut. En plus, et tu me corriges si je dis des bêtises au niveau des termes, mais donc il y a le dodge en guillemets classique où tu sautes tout droit, tu fais semblant de faire un plat sur le ventre et après tu te recroquevilles au dernier moment. Et il y a le dodge freestyle, c'est ça, où en fait tu vas rajouter des figures et ensuite rentrer dans l'eau en position de pike, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et donc toi, est-ce que tu dirais que tu es spécialisé dans la version freestyle ou tu fais les deux assez fréquemment? Je fais les deux. Mais en fait, au final, un Dodge classique,
Donc sans figure, c'est quand même quelque chose qui est relativement facile, dans le sens où il faut juste se jeter à plat ventre. Puis en fait, après, on est dans une position qui est hyper stable à plat ventre. C'est comme faire du parachute. Hmm. Et après, il faut juste fermer au bon moment. Et du coup, je trouve ça un peu moins intéressant. Du coup, je le fais moins souvent. Et j'aime bien, par contre, faire des figures et puis les monter de 5 mètres à 10 mètres, ensuite à 15 mètres et monter petit à petit la figure. Ça, je trouve ça plus intéressant et plus stimulant. Pour ceux que ça intéresse, et je conseille vivement, je vais essayer de pas trop spoiler le documentaire que vous avez, le film que vous avez fait avec ton groupe, parce qu'il est vraiment génial. Il s'appelle Miss Sola. Et on le retrouve sur YouTube, donc je mettrai le lien dans la description du podcast et j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce super film. Moi, j'ai vraiment adoré. Et encore une fois, je vais essayer de ne pas prendre trop de moments parce que j'en ai encore dans la tête. Mais par rapport à ça, donc il y a forcément la gestion du corps dans l'espace, il y a la gestion de la rotation. Tu as dit que tu as pas mal d'expérience préalable avec tout ce qui est trampoline. Ça t'a aidé forcément, j'imagine, dans ton apprentissage du Dodds et du Dodds Freestyle. Ah ouais, ça m'a pas mal aidé, ouais, c'est clair. Après, moi, j'ai toujours tout fait tout seul, en autodidacte. Hmm. Du coup, techniquement, je suis pas le meilleur et je le sais. Et c'est pour ça aussi, je pense, à un moment que j'ai commencé à faire du dot, c'est parce que bah, j'étais pas très bon en figure et en rotation, en vrille, etc. Alors que le dodge, en fait, on est plus limité dans les figures qu'on va faire parce qu'en fait, l'entrée dans l'eau est plus complexe. Et j'avais la technique pour entrer dans l'eau, mais pas la technique pour faire des figures de fou. Du coup, j'ai préféré, je pense, à un moment où j'ai commencé à me spécialiser dans le dodge parce que les figures étaient un peu moins complexes, mais il y avait ce truc un peu d'arriver dans l'eau, hein, c'est impressionnant, qui m'a plu. Pour revenir un petit peu à tes débuts dans le Dodds, est-ce que tu as tout de suite su quand tu as commencé que c'était un truc dans lequel tu allais littéralement plonger complètement, ou au début c'était vraiment juste pour t'amuser et après ça t'a pris un peu au cours du temps? Et bah là, je me souviens la première fois que j'en ai fait, j'avais vu une vidéo récap des championnats du monde, et j'étais en mode, c'est trop stylé. Et puis avec mon pote, on a essayé à la piscine à 2 mètres de haut et on a pris littéralement plat sur plat pendant 1 heure. Parce qu'en fait, c'est vraiment une petite technique un peu particulière. Il faut avec la bonne inclinaison et c'est aussi un timing, faut bien se fermer au bon moment. Puis en fait, au début, tu te fais mal. Mais c'est vrai qu'après, j'ai très vite accroché. Dès que j'ai eu la technique et je voyais les autres, ils arrivaient pas à monter. Et puis moi, je sais pas pourquoi, à 10 mètres, ça me faisait rien. Du coup, j'étais dans les premiers à aller au-dessus de 10 mètres, au-dessus de 20 mètres, etc. Je me rappelle, je crois que enfin, j'en avais sûrement vu des vidéos par-ci par-là, mais la première fois que j'ai vu une compétition de Dodds, il me semble que c'était une vidéo de Secoz, je sais pas si tu les connais sur Ouais. YouTube, qui font pas mal de trucs sympas, que ce soit sur l'eau, sur la neige, etc. Et ils avaient fait justement participer à une compétition de Dodds Freestyle. Et c'était intéressant de voir justement les conseils que les différents athlètes leur donnaient. Toi, c'était quoi la première fois que tu as soit vu, soit participé à une compétition, disons, structurée de Dodds, c'est assez jeune, ça a combien de temps les championnats du monde de Dodds? Championnat du monde, ça a un peu plus de 15 ans, je crois. Hmm. Je crois qu'il y avait les premières éditions en 2010 ou un truc comme ça. Ok, donc ça fait Pas déjà un petit exactement. moment quand même. Ouais. Et le format de compétition fonctionne comment? Le format de compétition, souvent, c'est, bah, on est une vingtaine. Chacun fait 2 sauts. Et il y a en gros les 8 meilleurs qui passent. Et après, c'est des duels. Hmm. Donc au début, c'est des figures. Tu dois faire sur les 2 premiers rounds. Ensuite, des duels. Ça peut être des duels soit figures, soit dots classiques. Et là, en fait, il y a beaucoup le style, l'attitude et l'arrivée dans l'eau qui va être jugée. Mhm. Et ensuite, pour la finale, c'est à nouveau des figures. Ok, et est-ce que tu as participé, j'imagine déjà? Ouais, j'ai participé à 2 compétitions. J'ai participé à une en Norvège, c'est plus un truc un peu amical, un sorte d'événement. C'est un show un peu, où pendant 1 heure, on fait une compétition, mais en fait, il y a des projecteurs, il y a de la musique, et c'est plutôt un show. Et la deuxième que j'ai fait, c'est les championnats du monde en 2023. Et puis, ouais, voilà. Ça s'est bien passé? Bah moi j'y allais sans attendre parce que bah, j'ai pas un bagage technique très bon, du coup à 10 mètres je peux pas faire beaucoup de figures. Moi je suis plus bon et spécialisé disons dans la hauteur. Hmm.
Mais oui, c'était une hyper bonne expérience et ça s'est plutôt bien passé par rapport à mes attentes. T'as des plans de reparticiper à ces compétitions ou tu te concentres sur tes projets à toi? Alors, en fait, moi, j'ai un peu un problème avec le format des compétitions parce qu'en fait, il y a 8 compétitions par an, quelque chose Hmm. comme ça. Et chacune, c'est dans un pays différent, toutes les 2 semaines. On a aux États-Unis et bon, déjà, j'ai pas l'argent pour faire tous ces trajets. Il faudra avoir des sponsors, etc. Mais au-delà de ça, j'ai pas envie de prendre l'avion toutes les 2 semaines pour aller à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, pour des raisons un peu écologiques aussi, je suis un peu contre ce tour. Hmm. Et après, s'il y en a une qui se passe en France ou en Suisse même, peut-être qu'un jour on organisera une compétition en Suisse, Hmm. ça peut être cool. Après, là, ça fait 2 3 ans qu'on organise une compétition au Bain des Paquis à Genève Ouais. tous les ans. Et c'est très cool avec les jeunes et les moins jeunes de la région. C'est très cool. Ça se passe à quel moment de l'année? C'est en juillet. Ok. Du T'as coup, en déjà les juillet. dates 2026 ou pas encore? J'ai pas encore les dates 2026. Non. Bon, faut que les gens ils gardent leur calendrier ouvert alors. Et bah, juillet, ça reste en juillet? Ça reste en juillet. Ok, bon, bah, juillet 2026, rendez-vous à Genève pour cette compétition. C'est une compétition ou c'est plus un open où on peut un peu tous participer et essayer? Alors, tout le monde peut Ok. participer. Il y a les inscriptions qui sont là 2 semaines avant. Tu peux même t'inscrire 5 minutes avant. Ça arrive parfois. Il y a des gens qui s'inscrivent, ils voient ce truc et ils viennent participer. Mais après, ça reste une compétition. On garde le même format que les différentes compétitions du Tour Hmm. ou des championnats du monde. Et puis voilà. Je voulais venir maintenant sur ben, ta préparation pour ces sauts et notamment l'aspect physique. Donc, alors forcément, toi, tu as ton background physique déjà de ce que tu faisais avant. Mhm. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu considères la préparation physique pour le Dodds, pour les sauts de très très haut? Comment est-ce que tu approches ce sujet-là? En plus, comme tu l'as dit, tu es à l'Uni en sport. Donc, tu vis ça tous les jours, tu es dedans. Donc, comment est-ce que tu approches cette partie préparation physique? Mhm. Moi, avant, je faisais pas du tout de préparation physique. Je partais du principe que je faisais du volume. Et c'est sauter bah, plein de fois en montant progressivement que ça rentre. Et après, je me suis blessé au dos, je me suis tassé une vertèbre. Ok. Et là, ça a un peu changé la donne parce que du coup, j'ai dû faire du renforcement pour le dos pour, disons, corriger mes douleurs. Et donc là, j'ai commencé à prendre un peu au sérieux la préparation physique et en amont. Et du coup, ouais, je fais pas mal d'entraînement en hiver, notamment à la salle, des exercices spécifiques pour renforcer le dos, du coup, à cause de ma blessure, mais aussi renforcer tout le gainage des épaules, renforcer un peu de vitesse aussi, de fermeture au niveau abdominal, et Mm. puis, enfin voilà. Mais après, ça reste un sport enfin, avec des contraintes très spécifiques. L'impact, c'est un impact qui dure un dixième de seconde, même pas, et c'est beaucoup d'énergie à emmagasiner, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très spécifique. Donc pour moi, faire du volume et sauter encore et encore, ça reste quand même la partie la plus importante dans la préparation physique. Et tu sens que les séances à la salle, le travail que tu fais à côté t'aide quand même à mieux encaisser à chaque fois que tu tapes l'eau? Ouais, ouais, ça met en confiance aussi d'avoir un peu Mm. de masse musculaire qui te protège. Donc ouais, c'est important. Ouais. Quand tu t'es tassé la vertèbre, tu en as parlé juste avant, c'était sur un Dodge ou c'était sur un saut entré avec les pieds? Ouais, c'était sur un dot. Ouais. Ok, d'accord. Et t'es mal retombé, t'es mal rentré ou même pas, c'était juste une faiblesse par rapport à Je suis ça? arrivé un petit peu trop en avant. Donc si j'arrive comme ça, et ça c'est mon dos, en fait, je suis arrivé un peu en avant et du coup ça a courbé mon dos comme ça. Ok, Et du d'accord. coup il s'est un peu, ouais, il s'est tassé, quoi. Ça t'a pris longtemps pour te remettre et pouvoir sauter à nouveau? Euh, C'était plus psychologique que physique. En soi, pendant 2 semaines, j'avais mal au dos, j'avais un peu un nœud. Hmm. Après, au bout de 6 mois, c'est parti, j'avais encore un peu mal au dos. Et puis là, j'ai commencé à faire des renforcements spécifiques. Et puis après, j'ai commencé à sauter ouais, 6 mois après, mais c'est plus parce que c'était en fin de saison aussi. Donc enfin, j'aurais pu sauter 3 mois après, niveau physique, je pense que ça l'aurait fait.
C'est surtout un peu mental aussi de me dire est-ce que j'ai vraiment continué ce sport? Est-ce que voilà, c'est pas mal de questionnements. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un plan typique d'une séance quand tu vas à la salle, à quoi ça ressemble et si ça change un peu au cours de la semaine et au cours de ta saison ou si ça reste assez régulier? Mhm. Ouais. Après, je fais pas mal d'escalade aussi à côté. Mhm, Donc, en fait, enfin, je fais des sessions push-pull legs. J'alterne. Et puis, donc, pull, ça sera plutôt pas mal centré sur l'escalade. mhm. Push, pas mal du coup pour le dods avec les épaules et puis les pecs. Donc, ouais, si, disons, la session push, ça sera bench press, après développé militaire, développé incliné. Après, je vais faire aussi toute la gaine abdominale. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, je fais aussi le dos comment Avec ça s'appelle? l'extension? Des extensions lombaires aussi. Mhm. Et ouais, voilà. Ok. Et puis legs, donc assez classique, squat, deadlift, etc. C'est ça, ouais. Et Super. puis aussi leg extension à la machine, là, c'est pas mal pour ramener les jambes de manière rapide quand on fait la position de Dodds. Tu parlais d'accélérer un peu la fermeture aussi Mhm. au niveau de la position. Est-ce que tu fais des exercices en particulier pour ça? Bah, typiquement, le développé militaire, je le fais en explosif. Ok. Du coup, je diminue un peu la charge et je suis surtout ouais, très explosif sur les répétitions. Je suis à deux doigts de sauter de mon banc dès que je fais une répétition, mais ouais, c'est. En fait, je me dis que si j'arrive à fermer avec des poids de 20 kilos, bah, je peux le fermer le plus vite possible avec rien du tout, quoi. Donc, ouais. Tu fais tout ce qui est toes to bar, ce genre d'exercice justement plutôt, on va dire, axé un peu gymnastique pour tout ce qui est justement sangle abdominal, fléchisseur de hanche. C'est ça, ouais. En fait, tout ce qui est, de toute façon, Hmm. gainage du corps de manière générale, c'est très important parce que c'est un sport où il faut être très gainé sur un instant T, enfin, au moment de l'impact, quoi. Mhm. Donc ça, c'est pour la préparation physique. Tu as parlé du fait de faire pas mal d'escalade aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu fais en parallèle ou d'autres choses que tu pratiques, soit par plaisir, soit pour complémenter justement ton sport de dodds? Mm. Bah, en hiver, je vais de manière régulière au parc de trampoline, à la piscine, ça dépend, pour entraîner les figures, essayer de nouvelles choses. Hmm. Et après, ça reste aussi la saison un peu de pause, parce qu'en été, on fait ça tout le temps. Donc, j'y vais pas non plus toutes les semaines, j'y vais peut-être une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Euh, Surtout pour prendre du plaisir aussi, parce qu'après, on a un peu une overdose à la fin de l'été quand on fait Ouais. ça tous les jours. Et bah après, à l'université en sport, je fais pas mal de pratiques différentes. J'ai des cours, du coup, pratiques. Ça va du uni-hockey au hockey, au patinage artistique, aux agrès. Donc oui, il y a plein de choses qui se complètent. Au final, c'est utiliser son corps de manière plein différente. Ça te fait de la prépa générale très très large pour ensuite avoir une bonne base et pouvoir te spécialiser dans ce que tu fais. Mm. Euh, Est-ce que tu vois cet aspect préparation physique continuer à se développer et à peut-être disons, se professionnaliser avec l'avènement de la discipline, avec les années qui vont passer et j'imagine comme enfin, si on regarde un petit peu les autres jeunes sports qui ont évolué ces dernières années ou ces dernières décennies, on voit souvent que l'aspect prépa physique se structure de plus en plus, devient de plus en plus prépondérant. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu penses déjà? Ouais, c'est clair que bah, c'est un nouveau sport, c'est un sport extrême, et les sports extrêmes ne font pas exception à la règle. Il faut préparer ça de manière sérieuse si on veut avoir des résultats et aller plus loin, quoi. Mhm. Pour la partie trampoline, justement, comme tu disais, le fait de rentrer dans l'eau avec les mains et les pieds en même temps, ça te met dans une position qui est assez particulière. Comment est-ce que tu travailles sur le trampoline? Bah, déjà, est-ce qu'il y a des manières de travailler sur le trampoline qui vont se transférer à cette entrée dans l'eau, justement? Parce que tu peux pas te mettre, tu peux pas, tu peux pas attaquer le trampoline avec tes mains et tes pieds comme tu le Mm. ferais pour arriver dans l'eau. Donc, comment est-ce que tu pratiques tes figures? Est-ce que tu les pratiques toujours entre guillemets debout et ensuite tu dois trouver le transfert quand tu vas le faire sur un dot? Comment tu combles un petit peu ce delta entre les deux? Ouais, c'est exactement ça. Hmm. On apprend les figures en trampoline et après
Après, on ajuste un petit peu au plongeoir pour atterrir en position de dodge. Mais après, c'est pareil parce que en plongeoir, on fait aussi à 1 mètre et 3 mètres en planche, Hmm. les figures. Et après, on les adapte pour pouvoir partir depuis un sol dur. Ouais, ok, parce que t'as pas forcément, sauf si tu es en extérieur, à la piscine, tu as forcément une planche à 1 mètre et à 3 mètres. C'est ça, ouais. Hmm. Mais après, il y a aussi chaque spot en milieu naturel a ses contraintes et ses possibilités. Parfois, on a les pieds, ils sont pas à la même hauteur. Hmm. Rien que ça change énormément pour faire tes figures. Parfois, tu peux courir, parfois, tu peux pas courir. Parfois, il faut que tu ailles loin en avant, Enfin, chaque spot a son petit, C'est a ses particularité. Ouais. caractéristiques et puis il faut les prendre en compte. Donc, ouais, en fait, c'est quand même pas mal d'exploratoire pour pouvoir s'adapter après à toutes les situations. Un autre aspect dont tu as déjà parlé et qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect mental. Tout ce qui est préparation mentale, visualisation. Donc, avant d'aller dans les détails, comment toi tu approches cette sphère un petit peu plus psychologique du saut, du fait que, bah, notamment quand tu vas très très haut, tu as assez peu de répétitions pour t'entraîner. Donc, Mhm. il faut peut-être passer par d'autres moyens pour le faire, pour avoir justement euh, cette, euh, cette capacité à répéter et à revoir un peu la situation. Donc, dans quelle mesure cette sphère psychologique, elle est importante pour le Dodds? Elle est super importante parce qu'en fait, il y a forcément une hauteur où d'un moment où quand tu regardes en bas, tu sais que si tu sautes et que tu fais de la merde, bah tu meurs. Hmm. Il y a plein d'endroits. La première fois que j'ai à mon premier record du monde, quand j'étais en haut à 36 mètres, en fait, ça paraît impossible de sauter tellement c'est haut. Et c'est uniquement la mesure avec le mètre qui te fait dire, ah ok, bah en fait, c'est faisable, bah, j'ai fait 2 mètres en dessous. Hmm. Mais à partir de 30 mètres, c'est vraiment des hauteurs quand tu te tiens à la plateforme de départ. C'est vraiment, tu regardes en bas et tu te dis, mais là, si je saute, je suis fini. Donc c'est un sport compliqué et qui a une très grosse partie mentale. Et effectivement, aussi ce fait qu'à chaque saut, à la clé, il y a un impact, c'est aussi un truc très mental. Il y a, tu peux pas vraiment le faire pour le plaisir si tu commences à aller dans les hauteurs. À 10 mètres, tu peux prendre du plaisir, mais il y a quand même un enjeu de plat ou d'impact à la clé. Même à 10 mètres, tu peux te faire mal. Et donc, ouais, c'est une dimension très importante. Et ouais, ça demande beaucoup d'énergie à se préparer pour des très gros sauts. Et effectivement, comme tu as dit, on peut pas faire des répétitions jusqu'à l'infini. Si j'ai envie de faire un 40 mètres, bah, je suis obligé de faire quelques 30 mètres. Mais des 30 mètres, c'est déjà des très gros sauts. Donc, je peux pas non plus en faire des dizaines. Moi, avant mon premier 40 mètres, j'avais quand même fait 5 30 mètres. Et avant mon deuxième 40 mètres, j'en avais fait une quinzaine. Donc, ça reste un petit peu de volume, mais il n'est pas suffisant pour faire ça. Donc, il y a pas mal de préparation mentale, de visualisation en amont. Euh, En fait, ça passe aussi par les lancers de cailloux qu'on voit là. On dit que c'est pour casser la surface de l'eau. Mais en fait, c'est surtout pour. En fait, on se projette dans le caillou et comme ça, on voit le temps qu'on a en l'air. Et avec l'expérience, on arrive à visualiser les figures qu'on a envie de faire, visualiser les trajectoires aussi. Je parlais de chaque spot a ses particularités. Il y a des endroits où c'est pas profond et du coup, il faut atterrir dans une zone très précise. Bah, c'est pareil. En fait, le caillou nous permet de nous projeter là-dedans. Et après, dans la visualisation, du coup, on connaît par cœur le temps de chute. Et en fait, juste en s'asseyant et fermant les yeux pour ma part, j'arrive à imaginer les mouvements que je dois faire, quel est le dosage à l'impulsion que je dois donner. Enfin voilà. Donc, quand tu lances le caillou, tu regardes le caillou tomber jusqu'à Mhm. l'eau et tu C'est te ça. vois dans la trajectoire du caillou, c'est ça? Je suis le caillou. Tu es le caillou. Mhm. C'est vachement cool comme... Ouais, parce que au début, pareil, je pensais que c'était pour casser l'eau et voir vraiment la surface et où c'était. Et Mhm. petit à petit, et tu le vois aussi tu le vois aussi dans les sports de neige. Tu le vois aussi sur des gros sauts que les gros tremplins qui font, ou des sauts qui ont jamais été faits et qui vont le faire pour la première fois. Ils vont lancer littéralement une boule de neige ou un caillou pour justement voir où ils vont aussi. Et Ouais. bah, comme tu l'as dit, littéralement se projeter avec avec l'objet.
Mhm. pour projeter l'objet et se projeter dans l'objet, ce que je trouve assez intéressant comme concept. Et pour cet aspect psychologique, donc la visualisation, toi tu dis tu t'assieds, tu fermes les yeux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu de manière intuitive? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a conseillé? Comment est-ce que tu l'as pratiqué? C'est assez intuitif parce que ouais, il faut avoir des repères pour savoir ce que tu fais en l'air. Et je pense, depuis petit, dans tous les sports que j'ai fait, il y a toujours eu un peu ce truc de, autant au parcours, d'abord tu vas visualiser ce que tu fais, les mouvements que tu dois faire. En trampoline, pareil pour les figures. En plongeoir, pareil. Je sais pas si ça vient de moi intuitivement ou si juste ça a toujours été dans la culture des sports que moi j'ai fait. Mais, mais c'est vrai que tout le monde fait ça dans notre pratique. Après, des gens arrivent plus ou moins à le faire. Certains dans d'autres, comment on dit, dans d'autres contextes. Hmm. Ils ont besoin d'être sur le lieu pour voir. Certains ont besoin d'être debout. Chacun a ses petites stratégies, mais je saurais pas dire si c'est moi-même qui ai découvert ça ou juste par toute la culture des sports extrêmes de manière générale, je l'ai appris. Est-ce que c'est, parce que ça me rappelle quelque chose, il me semble que c'est David Bell qui l'avait dit dans le parcours. En gros, quand tu fais un saut, avant de faire un saut, il faut que tu sois 100% sûr de pouvoir le réussir. Mm, En gros, il peut pas y avoir de doute dans ton esprit parce que justement, selon la situation, ben, tu peux te blesser, tu peux te faire mal, voire pire. Et donc, quand tu y vas, il peut pas y avoir de doute. Est-ce que c'est pareil avec le Dodds? Est-ce que tu cherches en gros avec ces répétitions mentales aussi à être persuadé de toi-même que tu vas y arriver? mm. En fait, un échec, il est plus dur souvent mentalement que physiquement. Parce qu'en fait, bah, mon premier record du monde à 36 mètres, vraiment pendant littéralement 2 semaines, j'étais chez moi et je pense que je faisais de la visualisation pendant 1 heure par jour, mais c'était pas vraiment voulu. C'est juste qu'en fait, je stressais tellement qu'il y a des moments où je me réveillais dans la nuit et genre je tremblais et je savais qu'il y a quelque chose de gros qui allait arriver. Et en fait, en faisant tellement de répétitions dans ma tête, etc., le jour J où j'ai fait le saut, j'étais tellement préparé en fait que c'est comme si je l'avais déjà fait. Le saut est déjà fait dans ma tête et il y a plus qu'à le faire et tout va se passer exactement comme prévu. Et en fait, quand justement sur le moment on rate notre saut, c'est là où c'est très dur mentalement parce qu'en fait t'as l'impression de l'avoir déjà fait et en même temps il a échoué. Et du coup ça met un peu une sorte de dissonance en toi et tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est un sentiment très bizarre. Je trouve fascinant ce que tu viens de dire parce que je me rappelle avoir écouté il y a longtemps un podcast avec un gars qui s'appelle Ilya Ilin, qui est un haltérophile kazakh et qui a été multiple champion du monde, si je ne me trompe pas, avec des Mm. records aussi à la clé. Et je me rappellerai toujours quand il a dit, quand je m'avance sur la plateforme pour lever la barre et tirer un record du monde, le, la sensation de la barre dans les mains, le visuel et le bruit du public dans l'arène, tout ça, c'est des choses que j'ai vues encore et encore dans ma tête. Et au final, c'est juste une répétition de plus. C'est rien de nouveau. Je l'ai déjà fait des milliers de fois dans ma tête. Et ça rejoint beaucoup ce que tu viens de dire là. Et comme tu l'as dit aussi, ce qui est super intéressant, le fait de ne pas réussir ou d'avoir un échec à la suite de autant de répétitions qui ont été bonnes, on va dire, hein, que tu as visualisé, que tu as faites, que tu as complété, Mhm. ça crée une brèche dans la réalité en fait dans laquelle tu étais, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est vraiment bizarre. Puis au final, souvent, ouais, même si tu renonces, parce que sur le moment, tu te sens pas bien ou t'arrives pas à te contrôler, à rentrer dans ce truc de concentration, c'est très très frustrant et c'est pour ça que c'est d'autant plus dur. Parce que tu l'as déjà fait tellement de fois que renoncer sur le moment, ouais, c'est très dur. Dans ce processus de visualisation, comme tu as dit, tu vas y passer des fois des heures avant un grand saut. Mhm. Euh, Comment est-ce que ça se matérialise dans ton esprit? Est-ce que au début c'est un peu flou et après plus tu le fais, plus ça se cristallise, plus ça se concrétise? Est-ce que tu répètes différentes parties du mouvement à différents moments? Parle-nous un peu de ce processus itératif, on va dire, de répétition en répétition, d'heure en heure aussi. Mhm. En fait, ce qui est
pour ma part, ce qui est le plus important, c'est juste de savoir qu'au moment où je vais être en l'air, tout sera déjà prévu et prévisualisé. Donc en fait, j'imagine beaucoup le décor, comment je vais le voir. Hmm. Et comme je disais, je fais des figures qui sont pas très complexes. Je fais par exemple un 360 degrés, du coup c'est un tour sur moi-même. Donc en fait, c'est assez simple de prédire qu'est-ce que je vais voir, à quel moment. D'accord. Et par exemple, si je fais depuis un pont, je sais qu'au moment où j'aurai fait 180 degrés, du coup je serai dos à l'eau et face au ciel. En fait, je sais que je vais regarder le pont. Et du coup, en fait, je m'imagine voir ce pont et de fixer le pont. Souvent, je dois ralentir ma figure parce que du coup, je dois faire 360 sur 30 mètres. Donc c'est- enfin, je dois faire un tour en 3 secondes. Même le faire à pied, c'est déjà long. Donc le faire en l'air, il faut ralentir beaucoup. Donc en fait, je m'imagine partir, d'abord regarder en bas, ensuite je me retourne, je regarde le pont, je me dis ok, attends, et ensuite tu te retournes et tu vois l'eau. Donc en fait, c'est vrai que je séquence pas mal les étapes un peu du saut, sur quoi je dois me concentrer, et je visualise ces choses. Sur les départs en courant, je m'imagine mes 3 pas. Je vais mesurer la distance que j'ai, comme ça après je peux la transplanter n'importe où, chez moi, dans mon salon, et j'ai du coup la distance des pas que j'ai besoin pour courir. Comme ça, j'ai exactement la bonne longueur dans ma tête. Et au moment du saut, bah, j'ai pas besoin de réfléchir à comment je vais courir. Mes pas, ils sont déjà enregistrés dans ma tête. Je fais juste mes pas et ensuite je me concentre sur la figure. C'est intéressant ce que tu dis là, le fait de se repérer en gros par rapport au décor. Parce que, est-ce que toi, c'est ton référentiel dans l'air, c'est ce qu'il y a autour de toi au niveau visuel. Et donc, même sur un saut qui est, disons, plus compliqué, avec des figures qui vont être plus avancées, tu cherches toujours à comprendre en gros à tout moment où tu te situes dans la figure vis-à-vis de ton entourage. Ouais, en principe, on regarde toujours l'eau, Mhm. la surface de l'eau. C'est aussi pour ça qu'on jette des cailloux, parce que ça fait des petites vagues. Ou alors qu'il y a quelqu'un en bas dans l'eau qui gicle de l'eau. C'est pour qu'on puisse voir la surface de l'eau, et parce qu'on a besoin de regarder entre chaque salto, entre chaque vrille, la surface de l'eau, pour voir combien de temps est-ce qu'il nous reste. Enfin, en fait, avec l'expérience, on arrive à voir ça, même si ça dure une fraction de seconde, on voit juste l'eau, on sait à quelle hauteur on est, combien de temps il nous reste en l'air. Et après, oui, dans les figures qui sont plus lentes, moins complexes, moi, en tout cas, je déconstruis beaucoup et je regarde un peu partout, pas seulement l'eau. Mais oui, on regarde, les repères visuels sont très importants. Si toi aussi t'es passionné de physiologie, je t'ai préparé une synthèse visuelle complète pour comprendre la consommation d'oxygène, le lactate, les fibres musculaires, les seuils et bien plus. Clique le lien dans la description pour y accéder gratuitement. Et donc tu as dit que tu commences avec des figures simples et après tu complexifies petit à petit. Et tu as parlé du saut à 36 mètres. Tu as fait quoi comme figure dessus exactement au final? Ouais. Donc là, j'avais fait un 360 degrés Ouais, et après, je l'ai monté à 40 mètres et après, je voulais pas refaire la même figure à 40 mètres. Du coup, j'ai rajouté une vrille de plus, donc un 720, donc avec 2 tours. ok. Est-ce que quand tu visualises, tu t'amuses à jouer un petit peu avec entre guillemets, la réalité. Donc, est-ce que tu fais des pauses en l'air? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as commencé à utiliser qui sont possibles en gros dans ta tête, mais qui sont peut-être pas possibles dans la réalité? Bah, je prenais l'exemple du pont où je m'imaginais être sur le dos en train de voir le pont. Et ben, ça m'arrivait de me coucher dans mon lit et juste visualiser le pont complètement. En fait, pour pas être, au moment de faire le saut, ne pas être surpris de l'image que je vais voir, parce que c'est une image qui fait aucun sens. Je suis en train de tomber à 40 km/h sur le dos, il me reste 20 mètres à tomber, et je suis face à un pont qui défile à toute vitesse, et en fait, du coup, cette sensation, j'arrive un peu à me projeter dedans pour, en fait ne pas être surpris au moment du saut, parce qu'au moment du saut, il y a plein de choses qui se mélangent, il y a l'accélération de la chute, il y a la figure, il y a ok, je l'ai enfin lancé, il y a plein de choses en même temps. Et en fait, il faut, avant le saut, que tout soit préparé. Même, moi je dis souvent que avant de sauter, enfin, 2 semaines en amont, je suis un peu dans un truc où je réfléchis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais le jour J, je le fais. Il y a pas d'autre possibilité, c'est comme ça, je pense pas à ce que ma mère va penser de ce saut, qu'est-ce qui se passe si je suis en chaise roulante, tout ça, ça se fait en amont. Et en fait, le jour du saut, je suis concentré uniquement sur ce que je dois faire
exactement les sensations que je vais avoir. Et en fait, c'est pour ça aussi que tout mon saut est déjà comme si je l'avais déjà fait. Parce que, comme tu l'as dit, il peut pas y avoir l'ombre d'un doute et ça doit être une certitude pour pouvoir se lancer. Et un truc qui était très très clair dans encore une fois, la compétition de Dodds que j'avais vue avec les Seacoast, c'était le fait d'être complètement impliqué dans le saut au niveau de. Tu dois attaquer en fait l'eau, c'est ça? Quand Mm, tu rentres, c'est pas un truc passif où tu tiens un peu la position, il faut que c'est tu ça. sois sur l'offensive parce que sinon tu te fais démonter en fait. Je reprends l'exemple du ski, mais Ouais. parfois il y a des sauts, tu peux arriver en détente dans une pente. Si tu arrives avec la bonne vitesse et tout, tu arrives et enfin, tu peux être détendu et atterrir. Mais là, chaque saut a un impact à la clé, donc il faut être gainé à chaque saut. Il faut arriver le mieux possible à chaque saut. Il faut être là à 100%. C'est pour ça que je disais qu'entre un 25 mètres et un 40 mètres, au final, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste parce qu'en fait, tu es obligé de tout donner. Donc que je sois à 100% à 25 mètres ou 100% à 40, au final, ça change rien, je suis à 100%. Dans ce processus de visualisation, tu penses que tu fais combien de reps dans ta tête avant de faire un saut en vrai? Ça dépend les hauteurs. À 10 mètres, je dirais, j'en fais peut-être une. Enfin, même à 10 mètres, en vrai, j'en fais peut-être une petite dizaine. Ouais. Sur des trucs qui vont être demandants. Après, sur des trucs que j'ai fait des centaines et des centaines de fois, j'ai pas vraiment besoin. Mais après, sur des gros sauts, mes plus gros sauts à 40 mètres, j'ai. Je sais pas, ça doit être de l'ordre de plusieurs centaines, peut-être. Peut-être Et, 200, 300 répétitions. et comme tu l'as dit, ça, tu l'espaces sur plusieurs jours, tu le fais plusieurs Mhm. fois dans la journée. Est-ce que tu as maintenant une routine que tu connais un petit peu, que tu utilises, ou est-ce que encore une fois, tu le fais de manière assez intuitive au fur et à mesure de l'approche du saut? Ouais, c'est une manière intuitive, c'est pas trop une routine. Parfois, je prends du temps. Par exemple, les 5 jours avant le saut, je vais peut-être aller dehors sur le parking, tout revisualiser, comment l'endroit est, les distances, calculer mes pas, faire les rotations. Parfois, ça m'arrive aussi de m'échauffer, comme si j'allais faire le saut alors que en fait, je vais pas le faire. Euh, mais sinon, c'est assez dès que ça me prend. En fait, c'est souvent parce que je suis assis à rien faire et je réfléchis et je suis en mode ah, dans 2 semaines, je vais sauter à 40 mètres. Et là, du coup, d'un coup, j'ai une petite montée de stress et du coup, je commence à imaginer comment ça va se passer. Et puis, du coup, et je visualise tout ça. Mais oui, c'est vrai que ça arrive plusieurs fois par jour. Je trouve que l'idée de l'échauffement, elle est super intéressante parce que ça te met vraiment dans le contexte dans lequel tu vas Mm. te trouver. Je me rappelle, j'avais utilisé ça quand je préparais ma première compétition de rameur indoor. Et je me rappelle avoir en gros structuré mon échauffement en amont en sachant exactement, OK, tu vas être appelé à, disons, je sais pas, 11 heures pour aller faire la course. Donc, il faut que je pense à reculons à partir de ce moment-là. Mm. Il faut que j'organise mes différents blocs d'échauffement. J'avais fait un bloc de visualisation aussi avant au niveau même de la course. Alors, ça n'a rien à voir en termes de technique parce que tu regardes ton écran et tu comptes les mètres défiler et tu essayes de tirer le plus fort possible. Mais au final, le fait d'avoir fait cet échauffement en amont, de savoir exactement comment j'allais approcher la chose, j'étais un peu en autopilote le jour J. Et après, tu n'as plus qu'à faire, en fait. Tu n'as plus qu'à exécuter. Et ça réduit, en fait, le nombre de paramètres auxquels tu dois penser sur le moment. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très sécurisant au final. C'est ça, tout ce qui a été prévu en avance n'est plus à penser. Mhm. Tu l'as déjà fait, donc voilà. Est-ce que tu vois pour toi des pistes d'amélioration sur ce créneau de visualisation? Est-ce que c'est des choses que tu étudies ou tu fais un peu de recherche là-dedans par rapport aux techniques qui existent et des choses que tu pourrais mettre en place à l'avenir pour continuer à développer ça? Pas trop, pour moi c'est toujours quelque chose qui a fonctionné et qui fonctionne encore, Hmm. donc je pense que ça va. Maintenant c'est plus ouais, une baisse de motivation de ma part de toujours vouloir pousser, toujours aller plus loin. Ça demande beaucoup psychologiquement et physiquement. Donc je pense que c'est plus ça, au bout d'un moment, ça fait 5 ans que je fais ça, 6 ans, j'ai envie un peu de me diversifier, faire des sauts plus, enfin qui sont moins demandants et qui peuvent être plus intéressants ou plus divers. Donc ouais. Mais après oui, pour moi c'est une technique qui fonctionne et elle s'est perfectionnисée aussi. Enfin elle s'est pas perfectionnisée, ça veut rien dire, mais Améliorer? elle s'est améliorée au cours du temps et et voilà donc
c'est ma technique à moi. Je pense que chacun doit avoir un peu une Mhm. technique différente et voilà, Tant que ça fonctionne, on change pas une équipe qui gagne, comme on dit. c'est ça. Tu parlais avant de, ça m'intéresse beaucoup cette idée de dissonance ou de déconnexion entre ta réalité interne du fait que tu as fait tellement de répétitions et après un échec ou un saut que tu as décidé de pas faire au final. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de décider de pas sauter au dernier moment? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Après, c'était sur des sauts plus petits. Parce que du coup, j'avais moins de préparation mentale aussi, moins de tout ça. Et du coup, il y avait moins d'enjeux aussi autour de ça. Mhm. Sur les très gros sauts, enfin, j'ai tellement pris au sérieux et ça a pris tout l'été la préparation qu'au final, j'étais prêt. Donc, il y a pas de raison. En fait, souvent, quand on renonce, c'est juste qu'on n'était pas vraiment prêt. Et du coup, on se reprépare et après, en principe, ça le fait. Mhm. Et est-ce que tu peux parler un peu plus justement de cette sensation de bizarre, c'est le mot que tu as utilisé, je crois, quand tu as tellement vu un truc arriver, puis au final, ça arrive pas. Que- Parle-nous un petit peu de cette sensation, parce que ça doit être très particulier. Ouais, c'est très difficile à décrire en vrai. C'est juste, t'es en haut du pont et tu sais que tu dois renoncer. En plus, c'est un sport que tu pratiques pas seul parce qu'il y a la sécurité. Nous aussi, on fait beaucoup d'images sur tous les sauts qu'on fait. Il y a deux, trois personnes qui viennent filmer. Il y a peut-être quelqu'un qui vient pour te motiver, des gens qui viennent pour te regarder. Donc sur les plus gros sauts de ma vie, au final, il y avait une dizaine de personnes qui étaient sur place. Tout le monde se déplace à l'endroit. C'est des endroits un peu pas forcément hyper accessibles, dans la forêt, au-dessus d'une rivière, je sais pas, n'importe quoi. Donc c'était très déçu de renoncer. C'est assez dur. Et, euh, et puis après, ouais, quand tu rentres chez toi, on est tous dans la voiture comme ça, il y a personne qui parle. Parce que tout le monde sait enfin, t'es un peu à cran, ouais. En fait, t'es très déçu de toi-même. Une autre chose dont tu as parlé plusieurs fois déjà et qui est très apparent dans la manière dont vous pratiquez cette discipline, c'est l'aspect sécuritaire. La sécurité qui va autour des sauts. Comment est-ce que vous approchez justement cet aspect sécurité? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé au fil du temps aussi? Et l'importance que ça a pour toi et pour ton groupe aussi? Ouais, bah, comme on a dit avant, avec cette préparation mentale, c'est quelque chose qui est, on va réduire tous les risques et toutes les choses qu'on peut mettre en œuvre pour que ça se passe bien, on va le faire. Mm. Donc c'est pareil avec toutes les mesures de sécurité physique qu'on fait le jour même. On va tout le temps regarder la profondeur, même dans les endroits qu'on connaît, parce que ça peut être une rivière, il y a des troncs qui se déplacent sous l'eau, il y a des choses qui peuvent bouger, donc on va toujours regarder même aux endroits où on connaît. Euh, on met tout le temps quelqu'un dans l'eau, parce que même si c'est des sauts qu'on a déjà fait plusieurs fois, on peut taper la tête et prendre un KO, donc on peut se noyer. Euh, il faut quelqu'un à nous aider à sortir de l'eau, même si on a juste la respiration qui est coupée. On mesure la hauteur parce que parfois le niveau d'eau il bouge. C'est vraiment aussi un protocole assez méticuleux. Et sur les gros sauts, on le fait souvent en amont, comme ça le jour même, il y a juste à vérifier la profondeur. Et ouais, mais c'est très important. On le fait. Puis oui, après, faut jamais sauter seul. Mm. Il peut toujours enfin, c'est comme aller marcher à la montagne, il peut toujours nous arriver quelque chose ou en tout cas. Enfin voilà, enfin c'est même pire que la montagne parce qu'il suffit juste qu'on tape la tête et voilà, on se noie. À la montagne, on peut faire une chute, mais si quelqu'un est prévenu qu'on est à tel endroit, etc., au final, on peut quand même nous retrouver. Mais ouais, il faut faire attention, quoi. Ça t'est déjà arrivé de perdre connaissance sur un saut? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Après, ça m'est déjà arrivé d'être quand même bien étourdi. Mm. Et c'est agréable de savoir que t'as tes potes qui sont là autour. Parle-nous un petit peu de ton groupe et la dynamique que vous avez aussi vis-à-vis de ces sauts. Vous faites beaucoup de choses ensemble, comme tu l'as dit, tu n'es jamais Mm. seul sur un saut. Tu es souvent aussi pas le seul à sauter. Donc parle-nous un petit peu de ton groupe et de l'importance qu'il a pour toi. En fait, c'est un sport qui est tellement demandant qu'on, c'est un engagement un peu à 100% dans l'activité qu'on fait. Moi, je suis avec surtout 6 personnes. On fait pratiquement tous nos voyages, tous nos trucs ensemble. Faire un sport qui est autant émotionnel, autant demandant et un peu dur à faire que, en fait, ça a créé des liens très forts entre nous.
On sait chacun comment est-ce qu'on fonctionne, on sait chacun comment on gère notre stress. En fait, quand je disais avant dans la voiture, on rentrait et puis que personne parlait, quand il y a un échec ou quelque chose comme ça, c'est parce que tout le monde se projette dans ce que la personne va faire. Même si je suis tout seul à sauter, tout le monde a cette pression. Mm. Tout le monde, en fait, sait dans quelle situation la personne qui va sauter va être. Et du coup, chacun s'adapte. Et ouais, c'est très important d'avoir un groupe de personnes avec qui tu te sens à l'aise et avec qui tu as tes habitudes. Euh, Moi, les gens savent à quel moment est-ce qu'ils peuvent venir me parler, à quel moment il faut plus commencer à me poser la question, où est-ce que je veux une caméra pour filmer. Moi, je m'en fous, je fais mon saut. Donc on sait comment on fonctionne et c'est agréable de travailler comme ça aussi. Oui, parce que, enfin, de travailler comme ça, je dis parce que on produit aussi des images, on produit de la performance aussi, donc c'est une forme de travail en quelque sorte. Ouais, On est une c'est équipe plus juste du qui travaille plaisir. ouais, C'est enfin, pas on est une équipe qui fonctionne ensemble et du coup, pour le bon fonctionnement, tout le monde connaît comment l'autre fonctionne. par rapport à ça, au niveau des encouragements, est-ce que c'est des choses des fois que tu demandes à tes potes? Est-ce qu'ils le font naturellement? Est-ce qu'il y a des manières dont tu aimes être encouragé et d'autres moins? Ouais, parfois on a des discussions sur des idées de projets où on se dit ouais, mais là c'est un peu bancal ce que tu prévois. Mais en fait, souvent les gens qui se blessent, c'est des gens qui sont un peu nerveux comme ça et qui ont besoin d'être encouragés. Parce que du coup, en fait, ça montre que le saut est moins préparé, moins prémédité et que du coup il est plus impulsif. Et bah, parfois, on fait des événements, on est une cinquantaine et on se retrouve pour sauter une falaise. Et c'est là qu'il y a des blessés parce qu'en fait, il y a des gens qui se font prendre un peu par cette émulsion de tout le monde qui regarde. Il y a des gens aussi pas qui nous idolâtrent, mais qui sont fans des sauts qu'on fait, qui ont envie de faire pareil. Et du coup, bah, ils ont envie de nous impressionner en quelque sorte. Du coup, ils font leur saut. Enfin, il y a toute ouais, tout ce monde. Parfois, c'est là où il y a des accidents parce qu'en fait, les gens se chauffe tout seul et voilà. Ils sautent Donc pas moi, pour eux, ils sautent pour les autres. c'est ça. Donc moi, les encouragements ne me servent pas à grand-chose. Après, c'est vrai que parfois on a des idées un peu plus bancales. J'avais une idée de sauter à 25 mètres depuis un skateboard. Du coup, j'ai fait une sorte de rampe avec des planches en haut d'une falaise et je partais en skateboard. Et bon, j'avais fait plein de préparations mais j'en ai quand même discuté avec mes potes et voir ce qu'ils en pensaient et de l'idée que ça faisait. Je leur ai montré aussi comment j'avais préparé. Et puis après, on a discuté sur qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça soit un peu plus sécurisé. Donc, oui, discuter avec eux, c'est très important. Après, enfin, ils sont derrière moi, ils m'encouragent, mais j'ai pas besoin qu'ils viennent et qu'ils gueulent derrière moi avant que je saute pour me transmettre de l'énergie ou quelque chose comme ça. Parce qu'au final, l'énergie, tu l'as du fait qu'ils sont autour de toi et ils te soutiennent et vous avez fait tout le travail de préparation ensemble. Mm, Et donc, au final, cette énergie, elle est là, qui parle ou pas. c'est ça, c'est ça. Et justement, est-ce qu'il y a des fois où tu as eu des idées? Le truc du skateboard, tu l'as fait ou pas? Ouais, je l'ai fait, ouais, Tu le l'as fait. skateboard. Est-ce qu'il y a des trucs que tu avais prévu de faire et que tu n'as pas fait au final parce que tu en as parlé avec tes potes et eux, ils t'ont dit qu'au final, c'était peut-être pas la meilleure idée et ils t'ont peut-être raisonné un petit peu là-dessus? Euh, non, mais j'ai toujours fait un peu l'idée à quoi ça ressemblait. Hmm. Mais ça, parfois, ça modifie un peu comment ça s'est passé. Parfois, on adapte quelque chose pour que ça soit un peu plus sécurisé. T'as un Il y exemple? a euh, J'avais fait un rappel depuis un pont et au milieu du rappel, j'arrivais en bout de corde et du coup, je tombais Hmm. en descendant du rappel. Et bah, par exemple, sur comment attacher la corde, moi, j'avais une certaine manière où j'avais pensé la chose et un certain type d'assurage. Et en fait, au final, en réfléchissant, on est arrivé à un autre type d'assurage ou à une autre manière de faire. Et voilà. Mais une fois, j'ai fait une grosse erreur. Il y avait, en fait, dans notre sport, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, où ça pousse à toujours aller plus loin, toujours avoir des records du monde. La seule chose qui intéresse les gens, c'est de voir un nouveau record du monde. Hmm. Et du coup, j'avais fait toute une préparation, j'avais beaucoup sauté. Et du coup, mon premier record à 36 mètres, je me suis dit que je pouvais un peu faire un troll
et aller au même endroit et juste mettre un dictionnaire et sauter depuis 36 mètres depuis le dictionnaire. Et du coup, je battais le record du monde de juste la hauteur du dictionnaire en plus, mais c'était juste pour faire un sorte de... Enfin, ça allait évidemment indigner les personnes qui veulent un record du monde. Ouais, c'est pas un record du monde, c'est la même chose. Mais en fait, c'était pour aussi poser, enfin, que les gens se posent des questions. Hmm. Et finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Et j'avais fait plein de préparations, j'avais peut-être fait une centaine de sauts depuis le dictionnaire. Et je ratterrissais sur le sol. J'ai fait aussi dans l'eau, mais en fait, au moment où j'ai fait le saut, et j'ai poussé plus fort que ce que je pensais. Et du coup, j'étais à 36 mètres. Et en fait, le dictionnaire est parti sous mes pieds. Et ouais, j'ai vraiment failli mourir du coup à 36 mètres. Mais je me suis rattrapé en l'air et je suis atterri par les pieds. Ok. Euh, mais ouais, ça c'était un truc assez terrifiant. Et bah, là aussi c'est drôle parce qu'en fait je m'étais tellement visualisé le faire, etc. Que en fait je suis sorti de l'eau dès que j'ai vu que j'allais bien. Je suis atterri par les pieds, j'avais tout bon, enfin je suis arrivé parfaitement donc et j'ai dit à tous mes potes ouais c'est pas grave, je remonte, remettez-vous en place, on recommence. Puis en fait, en fait, j'étais tellement persuadé que je pouvais le faire que je suis remonté en haut, je passais 10 minutes en haut, et puis au bout de 10 minutes en haut, quand l'adrénaline a commencé à redescendre, j'ai fait, mais en fait, j'ai failli crever là sur ce que je viens de faire. Donc j'ai abandonné, et puis j'ai dit, mais en fait, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Mais je me suis tellement visualisé le faire que pour moi, ça passait, et au final, c'est vrai que c'était une bêtise. Et tout s'est bien passé, donc C'était une situation où le saut, tu l'as pas fait pour toi, tu l'as fait pour les autres. Ou pour... Alors, je pense que l'intention a été juste hein, de vouloir mettre un petit peu le doigt sur cette idée de record du monde, de battre un record, de tout le monde pousser à l'extrême tout le temps. Et forcément, vous êtes dans un sport qui est extrême, donc ça joue aussi là-dessus. Mhm. Mais enfin, le mindset derrière ce saut n'était pas le même que pour les autres sauts que tu fais. Je pense que si, c'était quand même le même mindset Ok. parce que juste après, je voulais faire un 40 mètres. Donc, c'était une manière de faire aussi une préparation à 36 mètres avant de faire 40 mètres. Mhm. Euh, donc, je le prenais quand même comme une préparation. Mais c'est clair que c'était un peu une sorte d'envie de faire un truc un peu insolent, Mhm. enfin, pour faire réfléchir. Et il y avait du coup ce truc qui m'a fait un peu surpasser ces principes un peu de sécurité. En fait, enfin, c'est logique si je dis à n'importe qui que je vais sauter depuis un livre, il va me dire, mais t'as pas peur que le livre il glisse? Et j'avais fait plein de préparations, j'ai regardé sur quelle texture ça tenait le mieux. Après, j'ai rajouté du coup sur le mur des serviettes pour que parce que ça grippait mieux avec la couverture du livre. Enfin bref, j'ai fait plein de préparations, mais c'est vrai que bah, sur le jour J, ça a pas fonctionné. Est-ce que tu peux, si on devait faire passer un message aux personnes qui nous regardent et peut-être aux jeunes et moins jeunes hein, qui aspirent à sauter de très très haut un jour, justement cette idée de ne pas brûler les étapes, de ne pas vouloir sauter pour impressionner les autres, de toujours être prêt à faire ton saut, quel message tu passerais à ces personnes-là? Prendre le temps, les choses prennent du temps. Il faut sauter graduellement, mètre par mètre. C'est un truc à prendre au sérieux et bien s'entourer. Avoir toujours des gens avec qui on a l'habitude de sauter. En fait, si on change en permanence de personnes avec qui on va sauter, ces personnes ne connaissent pas tes compétences et du coup ne peuvent pas bien te conseiller aussi. Hmm. Donc c'est aussi important d'avoir des personnes qui sont avec toi tout le temps et se pousser l'un l'autre. Et puis en dehors de la performance, c'est aussi un sport qui est très cool humainement. Donc ça vaut le coup de partager ça avec des gens et ouais, de le vivre avec des gens, enfin les mêmes personnes, quoi, créer des liens très forts. Je pense que c'est une des difficultés hein, aujourd'hui, c'est que quand tu regardes ton feed Insta, t'as que des trucs incroyables qui te sautent dessus, que ce soit des gens qui font des sauts, des gens qui font des trucs extraordinaires physiquement à l'entraînement et en compétition. Et au final, toutes ces choses-là, c'est que la manifestation, c'est que c'est vraiment le petit bout d'iceberg qui ressort de l'eau, alors qu'il y a toute la préparation, les années de travail, les milliers d'heures acharnées, que ce soit de travail physique, de pratique, de visualisation, comme tu l'as dit. Et c'est dur
de se dire, ben voilà, je veux faire un truc exceptionnel, mais il va falloir que je passe des milliers d'heures à m'entraîner avant pour y arriver. Et donc ce jeu de patience au final qui est complètement à l'opposé de ce que les réseaux nous poussent à vouloir et nous poussent à faire, parce que c'est tout de l'instantané, tout de suite, tout gratification, alors que la réalité, c'est tout l'inverse. C'est ça. Ouais, quand j'étais petit et je faisais du parcours, je voulais directement sauter d'un toit à un autre. Et du coup, j'ai fait des sauts d'un toit à un autre. Ça faisait 1 mètre de long, donc c'est vraiment des sauts très faciles, disons, que n'importe qui peut faire. Mais juste, j'avais envie de faire ça parce que je voyais ces vidéos et j'avais envie de le faire. Bah, je trouvais ça cool. Mais oui, du coup, le documentaire qu'on a fait, c'était moi, c'est plus là-dedans que j'ai envie de me diriger dans le futur. C'est montrer qu'en fait, il y a plus que ça. C'est derrière chaque saut qu'on voit sur Instagram d'une vidéo qui dure 7 secondes, bah en fait, il y a un voyage, il y a la découverte d'un nouvel endroit, il y a des amitiés, il y a un entraînement, il y a tout ça. Et c'est un peu du coup ce documentaire qu'on a fait qui rappelle, enfin qui permet en 1 heure et demie d'expliquer qu'est-ce qui se passe derrière un seul saut. Ce qui, je pense, c'est, comme tu l'as dit, un truc très très beau. D'ailleurs, je voulais y venir à votre film, votre documentaire. Comment vous avez décidé de faire ce film? Comment ça vous est venu? Bah, c'était un voyage qu'on allait faire, nous six, du coup, mes potes et moi. Et on savait qu'on allait passer 3 semaines au Mexique. Donc on savait qu'on allait probablement filmer des trucs cool. On y allait pour faire du plongeon. Donc on s'est dit on va faire une longue vidéo, un petit documentaire, essayer de faire des belles images, un truc plus long que d'habitude. Et bah au final, c'est vrai qu'on a une histoire assez dingue qui nous est tombée dans les mains avec cette cascade qui est absolument folle, qui est un peu l'intrigue du film. On va au Mexique pour sauter une cascade dont on connaît rien, ni la hauteur, la profondeur, si on va pouvoir sauter. Et en fait, toute l'histoire pour réussir à sauter cette cascade, et au final, elle valait plus que juste un petit clip sur Instagram de 7 secondes ou juste une petite vidéo de 10 minutes. Du coup, bah ouais, mes amis qui font de la réalisation ont décidé d'en faire un truc plus grand, quoi. Ouais, et comme je l'ai dit au début, hein, je conseille vraiment toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent d'aller voir ce film. On mettra le lien en description. Euh, on a vraiment bien fait le tour, je pense, de ta préparation, tant physique que psychologique. Parle-nous un petit peu de ta vision du sport pour le futur. Tu as parlé du fait de vouloir faire plus justement de longs formats comme ça, de montrer vraiment ce qu'il y a à l'envers du décor, si tu veux bien, plutôt que Mhm. les formats courts. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça et aussi de comment toi tu vois le sport évoluer ces prochaines années? Euh, Le sport, je pense qu'il va évoluer pas forcément dans une très bonne direction, dans le sens où bah, c'est toujours plus haut, toujours plus loin. Cette année, c'est la première année où on a eu vraiment beaucoup de blessés, enfin beaucoup, disons à l'échelle de la communauté, on a eu 2 personnes qui sont cassées le dos, on a eu plusieurs personnes qui ont fait des KO. Mhm. Donc ça n'a pas forcément évolué dans la bonne direction. Il y a toujours plus de gens qui sautent toujours plus haut. Toujours de trucs de plus en plus fous qui sont faits. Moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, on a un événement qui s'appelle le Gainer Tour. On se retrouve tous les ans et on est au début on était, enfin au début ils étaient une dizaine. Après moi quand j'ai commencé on était une cinquantaine. Maintenant il y a alors plus d'une centaine de personnes qui viennent et le niveau il a explosé. Moi quand la première fois que j'ai fait, quand il y a un gars qui faisait un double paré arrière à 20 mètres, c'était incroyable. Et maintenant, ils font une compétition tous les ans. Et l'année passée, il y a quelqu'un qui a fait un quintuple salto sur le côté. Donc ça a plus aucun sens. Le niveau a tellement explosé que, en fait, c'est plus comparable à ce qu'il y avait il y a 5 ans. Et si toutes les années, ça continue d'évoluer comme ça, il y a forcément un moment où on va atteindre des limites. Mhm. Et bah, malheureusement, ouais, cette année, il y a eu pas mal de blessés. Et j'espère que ça continuera pas comme ça, mais il y a peut-être pas mal de chances que ça arrive comme ça. Ouais, j'espère que cette emprise des réseaux sociaux un peu sur ce sport et sur les mentalités des jeunes participants surtout va pouvoir un peu changer. Euh, ouais, voilà. Mais moi, oui, après, du coup, je combats un peu ce truc en essayant de proposer des choses différentes, en arrêtant un peu cette course au record ou au toujours plus impressionnant. Comme je disais, le saut qui m'a fait le plus peur de ma vie,
c'était dans un tout petit trou. Mm. Et au final, maintenant, je fais plus ça. En tout cas, je le fais parfois par plaisir dans des endroits cool. Mais j'ai plus envie de poster ça et mettre ça en avant sur Instagram parce que ça va inciter des gens à le faire. Et effectivement, c'est dangereux de juste sauter dans des endroits qui sont le plus étroits possible parce que ça fait peur et que c'est impressionnant sur les vidéos Instagram, disons. De par ta notoriété, de par le fait d'avoir réussi à faire plusieurs records du monde, est-ce que tu sens une certaine responsabilité du point de vue de la communauté aussi au niveau de ton comportement et de ce que tu veux mettre en avant? Ouais, c'est important d'essayer de transmettre des bonnes valeurs de toute mon expérience dans le milieu. Il y a forcément, enfin, comme je disais, quand j'étais petit et que je faisais du parcours, j'avais envie de faire ce saut entre les deux immeubles parce que je l'avais vu. Je sais que tous les jeunes participants, pratiquants du sport ont envie de faire aussi des trucs de ouf et ont envie de faire plein de choses. Mais enfin, tout le monde passe par là, je suis passé par là et je comprends tout à fait aussi cette démarche, mais il faut essayer enfin, j'aimerais bien essayer de transmettre un peu ce que j'ai appris durant ces années de pratique et essayer ouais, enfin, d'empêcher que les gens fassent les mêmes erreurs que moi et aussi essaye d'aller dans une bonne direction. Une bonne direction, ce que je considère, c'est juste de ne pas enfin, brûler des étapes et puis ouais, faire n'importe quoi. Et donc pour toi, quel type de saut, vers quel type de saut tu vas te diriger, quelle figure, quelle variation, comment tu vas justement, disons, arrêter ou modérer cette chasse au record, cette chasse au toujours plus? Bah là, récemment, j'ai fait une émission avec la RTS, la télé suisse, et j'avais sauté depuis une montgolfière. Eux, de base, ils m'avaient approché pour me demander si j'avais prévu de battre à nouveau un record du monde. Et je leur ai dit, bah non, c'est quelque chose qui se planifie à l'avance. Et eux, ils me donnaient 5 mois pour faire le tournage ou quelque chose comme ça. Donc je leur disais que bah c'est pas possible dans ce créneau-là. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de le faire. Donc je leur ai proposé un projet un peu plus artistique, un peu plus technique, un peu plus recherché. Et du coup, bah, c'était de sauter depuis une montgolfière au lever du soleil avec les montagnes suisses dans le lac Léman en arrière-plan. Enfin voilà, c'était un truc plus technique. Bah, la coordination de différents corps de métier, autant ceux de la vidéo, de la télé suisse du coup, Mm. et aussi bah, toute l'équipe de la montgolfière. Ils étaient à peu près 5 pour installer le ballon, monter le ballon, le maintenir au-dessus de l'eau. Il y avait aussi 2 bateaux qui étaient là, un pour la sécurité, un pour tracter la montgolfière au-dessus de l'eau. En bref, c'était toute une organisation. Au final, le jour du tournage, on était une vingtaine et il y avait 15 personnes qui travaillaient. Enfin, c'était un truc, un projet assez technique et enfin voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place en amont et c'est plus vers ça que j'ai envie de me rediriger dans les projets originaux et qui, qui proposent quelque chose de ouais, plus esthétique et plus technique quoi. Un peu plus de créatif et un peu moins dans le repousser les limites Dans la toujours. performance, quoi. Ouais. Quand tu fais un projet comme ça, quand il y a autant de monde, quand il y a autant de logistique, est-ce que ça change ta manière d'approcher le saut? Ça change la manière d'approcher le saut, clairement. Là, bah, la montgolfière, j'avais sauté entre 20 et 25 mètres. C'est dur d'évaluer la Mhm. hauteur, puis c'est en mouvement. On avait mis un mètre pour mesurer, mais c'est clair que je voulais pas sauter plus haut parce que bah, comme ça, j'avais pas de pression. C'est une hauteur que je maîtrise à 100%, donc j'avais pas de pression le jour J ou d'appréhension par rapport au saut. Simplement parce que c'est un saut que je maîtrisais. J'aurais pu faire le même saut à 30, 35 mètres, mais au final, le faire entre 20 et 25 mètres, c'était quelque chose qui était plus facile pour moi à gérer et aussi pour coordonner tout le monde. Donc c'était plus simple. Est-ce que tu as déjà des idées de type de saut que tu aimerais faire à l'avenir ou des choses qui sont déjà en route que tu pourrais déjà nous partager? Des choses que je peux partager, malheureusement pas. Mais Mais il y a des choses qui se préparent dans il y l'ombre? a, il y a des choses qui se préparent, ouais. Super, Aussi, du coup, à plus long terme, on ouais, aimerait faire un deuxième documentaire. Je peux pas génial. vous dire l'idée ou le pitch du documentaire, mais oui, enfin, on va filmer ça en principe en 2027. Donc c'est un projet beaucoup plus grand que tout ce qu'on a fait auparavant. Mhm. Et voilà, enfin, on essaye de se professionnaliser aussi, de rentrer dans un truc ouais, plus professionnel. C'est cool de voir en tout cas bah, l'évolution aussi de ta manière de fonctionner, votre manière de fonctionner. Comme tu l'as dit, les valeurs aussi que tu as envie de mettre en avant au travers de ce jeune sport
qui peut être dangereux s'il est mal pratiqué et si on n'a pas la patience nécessaire pour faire les choses. Et je me réjouis de voir en tout cas les différents projets, disons plus artistiques peut-être, sur lesquels tu vas travailler ces prochaines années et essayer de tirer, on va dire, le sport dans une certaine direction pour qu'on puisse tous s'émerveiller devant ce que vous faites et en sachant aussi que c'est fait de manière, comme tu l'as dit, sécuritaire, que c'est réfléchi et que l'intention derrière, elle est vraiment bonne. Lucien, je te remercie d'être venu sur le podcast. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi, de comprendre un petit peu plus comment tu fonctionnes. Je trouvais fascinant ce que tu as dit sur la visualisation, ta manière de fonctionner. Et encore une fois, je me réjouis vraiment de voir ce que vous faites à l'avenir. Pour une troisième et dernière fois, j'encourage tout le monde à aller voir votre film, votre documentaire sur YouTube. Il est en accès libre. On met le lien dans la description. Laissez un commentaire aussi sur le documentaire parce que ça aide toujours beaucoup et ça vous aidera pour vos prochaines aventures et tout ce que vous ferez à l'avenir. Lucien, pour ceux et celles qui veulent justement suivre tes aventures, vos aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? On peut te retrouver uniquement sur Instagram. Je poste que mes vidéos sur Instagram, aussi quelques péripéties derrière les sauts. Voilà. Et puis sinon, il y a mes amis qui ont fait le documentaire, qui font aussi des vidéos YouTube de nos aventures, de nos voyages. Donc voilà. Super. On mettra les liens dans la description. Merci encore d'être venu sur le podcast et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu. Salut. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top, en plus elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.